Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'autodidacte. Le sujet du jour, ça sera la digitalisation des entreprises, la nécessité d'avoir un site internet ou pas. Et je fais cet épisode car je vois encore beaucoup de personnes qui se font entre guillemets avoir car elles n'ont pas certains réflexes. Ce qui est complètement compréhensible puisque quand on n'est pas de la partie, il y a certaines choses auxquelles on ne pense pas. Donc là, ça va être un petit condensé des pièges à éviter, des choses à regarder quand on veut faire un site internet. Ou quand on en a un, parce que j'ai les deux cas. Je sais que vous êtes pas mal d'entrepreneurs à m'écouter. J'ai des chefs d'entreprise aussi, mais pour les salariés éventuellement, on ne sait pas ce qui peut arriver. J'en suis l'exemple type et de toute façon il y a aussi des personnes qui développent un business en parallèle de leur travail ou pour le plaisir, donc je pense que ça peut servir un peu à tout le monde. Combien ça peut coûter réellement et pourquoi c'est important d'avoir un suivi, une maintenance pour partir. Déjà pour un point de départ, je vais classer les sites internet en 3 grands types, 3 groupes. Le premier c'est le site vitrine, donc comme son nom l'indique, c'est la vitrine de ton entreprise qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un commercial H24 quoi. Le site e-commerce pour l'achat de produits physiques. Ça c'est le type Amazon, Zalando, Mano pour citer des gros sites. Et il y a ensuite les sites infopreneurs avec donc ça c'est des sites où il y a de l'achat de formation ou d'informations avec tunnel de vente. Généralement c'est très copyrighté. Enfin voilà. Donc moi je distingue ces 3 types de sites. Aujourd'hui je parlerai plus spécifiquement des sites vitrines, parce que c'est ce que j'ai le plus pour le moment, parce que c'est ce que je connais le mieux, et c'est ce avec quoi je travaille le plus. Et je vais commencer par une petite histoire. J'ai peut-être déjà un peu raconté, mais donc une des premières personnes m'a fait confiance avec son site, c'est aujourd'hui ma cliente, mais c'est avant tout mon amie de longue date, puisque c'est une amitié qui dure depuis le lycée, et vous la rencontrerez dans le prochain épisode. C'est le lien, vous savez, entre les épisodes. Alors, donc, c'est Christine. Et pour changer d'habitude, je vais vous la présenter en début d'épisode et pas en fin. Elle sera présente sur le prochain épisode pour nous expliquer son parcours, puisqu'elle s'est lancée en tant qu'assistante administrative indépendante il y a plus d'1 an maintenant, et qu'elle n'a pas de diplôme de secrétaire, de comptabilité. Donc je vais pas rentrer dans les détails de son parcours puisque tu auras plus d'infos dans l'épisode qui arrive. Et pour en revenir donc à Christine, quand elle a voulu lancer son entreprise, elle s'est faite conseiller par un conseiller Pôle emploi, qui lui a recommandé une agence digitale. Et comme elle lançait son entreprise, c'était tout naturellement qu'elle s'est dit qu'il lui fallait un site internet. Jusque-là, tout va bien, ça reste tout à fait logique. Le problème, c'est que son conseiller lui a recommandé une agence en qui elle a eu confiance et elle n'a pas demandé. Le problème, c'est que ce conseiller lui a recommandé une agence et qu'elle lui a fait confiance. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne faites confiance à personne. Même pas à moi. En fait, vérifiez toujours ce qu'on vous dit, qu'on vous recommande, et faites-vous votre propre opinion, en fait. c'est la base. J'exagère un petit peu, mais en fait, maintenant, avec le recul, elle se rend compte qu'elle a déboursé une somme énorme pour un site avec des fonctionnalités simples. Et je me dis qu'un podcast comme celui-là, sur un épisode très spécial comme ça, elle aurait pu l'aider à éviter certains pièges. Donc voilà, c'est aussi pour elle et pour les gens à qui ça pourrait arriver que je fais ça. Donc, 1 an plus tard, elle a un site internet, personne s'en occupe, personne n'assure la maintenance, c'était pas compris dans le prix de création, et cerise sur le gâteau, il avait été piraté. Donc un bon virus merdique avec du contenu pornographique,
Bon après heureusement c'était pas visible de l'extérieur, c'est Bibi qui s'en est rendu compte grâce aux outils d'analyse donc internes. Et donc deuxième conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez savoir qui vient, comment, d'où vos visiteurs arrivent, il faut absolument connecter vos sites internet avec des outils d'analyse. Ça, c'est Google Analytics et la Search Console qui font ça, qui vous donneront toutes les informations. Encore faut-il savoir les analyser, mais déjà, vous verrez, s'il y a des gens qui viennent sur votre site et par où ils arrivent, il y a des choses qui sont quand même relativement faciles à comprendre dessus. Pour en revenir à Christine et son site à l'abandon, donc elle avait l'impression d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres, et ce n'est pas la seule, parce que j'ai d'autres exemples qui ont fait leur site seul ou qui ont eu des mauvaises surprises. J'ai eu par exemple une autre cliente qui a voulu acheter un thème, donc qui n'a pas voulu acheter un thème officiel, elle a pris un thème craqué, et là pareil, piratage, et par contre là, les clients pouvaient voir les contenus qu'il fallait pas. Et donc ça arrive à mon troisième conseil, attention aux extensions ou aux thèmes que vous installez, surtout sur WordPress. Les autres, je les connais pas vraiment, mais je l'ai déjà dit dans un épisode précédent. WordPress, c'est un constructeur de thèmes en open source, c'est-à-dire qui est mis à disposition gratuitement. Il est énormément utilisé, donc les hackers s'en donnent à cœur joie pour mettre des virus dedans. Après, me demandez pas qu'est-ce que ça leur apporte. Ils détournent du trafic, enfin... c'est une autre histoire, ça sera peut-être un autre épisode sur le hackage et la sécurisation, mais là, voilà. Donc faites attention à ce que vous installez, il faut regarder le nombre de téléchargements, les avis pour chaque extension, et après vous pouvez aussi aller regarder des vidéos d'installation ou de paramétrage sur YouTube. Comme ça vous êtes pratiquement sûr qu'il y a déjà des personnes qui ont installé ce thème, enfin ce thème ou cette extension. C'est peut-être c'est une source de fiabilité. Et donc maintenant que je vous ai donné ces 3 conseils, je vais parler chiffres. Combien concrètement, selon moi, devrait coûter un site vitrine? Et il va y avoir aussi des nuances, mais je vais vous donner des fourchettes. Si tu as déjà une charte graphique, logo, que tu rédiges toi-même tes textes ou que tu fais du one page, c'est-à-dire une seule page, tu peux trouver des sites aux alentours de 500 €. Si tu n'as pas tout ça, que tu veux plus de pages ou des fonctionnalités très particulières, là je pense que tu seras plus près des 1005. Et après, si tu payes, en fait, pour un site vitrine fait sur WordPress aujourd'hui, avec aucune ligne de code, de vrai code je parle, tu peux faire des sites sans savoir coder avec WordPress. Si ça dépasse pour moi les 2000 €, c'est un peu du foutage de gueule. Et donc ces prix-là, ce ne sont que pour la création. Normalement, ça ne comprend pas l'hébergement. L'hébergement, c'est l'endroit où les données de ton site sont stockées. Ça ne comprend pas le nom de domaine, c'est ce qui est entre le www et avant le .fr, .com ou .net. Et ça ne comprend pas non plus l'optimisation ou la maintenance. Dans l'optimisation, le SEO, c'est la visibilité sur les moteurs de recherche. C'est normalement une étape supplémentaire. C'est pour ça que beaucoup de sites qui sont livrés ne sont pas visibles. Je sais qu'il y a de plus en plus de webmasters qui optimisent les sites, mais voilà, ça peut être 2 choses complètement différentes parce que c'est 2 métiers complètement différents aussi, et j'en parle en détail dans l'épisode 14, futur épisode qui sortira en mai. Je reçois Marie, qui est experte SEO depuis 10 ans et qui explique parfaitement cette différence entre création et optimisation, pourquoi il y a souvent l'amalgame entre les deux. Pour ce qui est maintenance, ça c'est variable aussi. Pour les fourchettes de prix, un nom de domaine, c'est de max, on va dire 10 € par an. Sauf si tu veux t'appeler Google ou Amazon, ce que je ne te conseille pas. 10 € par an, et souvent avec l'hébergeur, tu as la première année offerte. Voilà, ça se calcule. Pour l'hébergement, variable aussi, donc selon le temps d'adhésion, les fonctionnalités. Donc par exemple, moi je voulais un serveur performant, français,
Je suis allée sur plusieurs sites de comparateurs d'hébergeurs. J'ai fait mon choix comme ça. Je crois que c'était... Et ça peut aller de... Ouais, je crois que le moins cher que j'ai vu, c'était 1,20€ chez OVH, jusqu'à 8-10€ par mois. Et donc moi, comme je voulais que ça soit français et rapide, j'ai pris Hostinger, qui était souvent dans les articles celui qui ressortait le plus. Il n'a pas que des serveurs en France, mais tu peux choisir où tu veux mettre tes données. Et le deuxième, 100% français, lui qui est de Clermont-Ferrand, qui était en concurrent direct, c'était O2 Switch, et là la boîte elle est basée à Clermont-Ferrand, et ils ont une offre unique à 8€ par mois. Et le moins cher, je crois que c'est OVH que j'ai vu à 1,20€ par mois, mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte pour choisir un bon serveur, un serveur adapté en tout cas, faire attention aux limites de stockage. Si vous devez avoir des gros sites, il faut faire attention d'avoir de la bande passante et assez de stockage. Les sauvegardes, il y a certains qui ont des sauvegardes hebdomadaires, journalières, ça dépend des options. Et si vous ne le savez pas, OVH a des serveurs qui ont brûlé, certaines personnes n'avaient pas de sauvegarde, donc n'ont pas de site. Et c'est pas obligatoirement faire des sauvegardes avec le serveur, c'est bien aussi d'en avoir aussi à d'autres endroits que sur le serveur. Mais les sauvegardes sont super importantes, peu importe les choses que vous voulez garder, que ce soit des fichiers ou un site. Regardez aussi le nombre d'envois de mails. Si vous devez développer une newsletter ou que vous avez déjà beaucoup d'abonnés, il y a des limitations des fois par jour. Et c'est arrivé avec la newsletter de mon mari. Il a voulu changer de serveur parce qu'il n'avait plus de place sur le sien. Et en fait, il était limité à un nombre d'envois par jour. Mais bon, après, ça se fait quand même. Et si après ça convient pas, ils ont souvent des garanties 30 ou 14 jours, je sais plus, d'essai. Et après, c'est possible c'est toujours possible de changer de toute façon. Et donc ça fait varier les coûts des sites où c'est pas forcément pris en compte quand on en parle de création. Et ce qui peut entrer dans l'augmentation des coûts, c'est l'intervention par exemple de plusieurs intervenants. Si c'est une agence qui va faire appel à un rédacteur, un graphique, un copywriter, un web designer, ça peut exploser les prix. Et donc ça, c'était que pour les tarifs des sites vitrines, c'est pas applicable aux sites e-commerce ou infopreneurs. Et je sais pas exactement quels sont les prix pour ces sites-là, je sais que c'est beaucoup plus, que ça peut être facilement des milliers d'euros. Mais je vais pas trop en parler parce que ça, pour l'instant je m'y intéresse pas trop et j'ai pas eu de cas, donc voilà. Ce que j'ai envie de te dire, mes conseils, si tu envisages de faire un site vitrine ou que tu connais des personnes autour de toi qui auraient envie de franchir le pas, dans tous les cas, peu importe les achats que tu fais, demande toujours 3 devis. Ça permet d'avoir une idée globale, de prendre une décision un peu plus éclairée, je pense. Ne prends pas de décision hâtive ou à cause de l'insistance de ton interlocuteur, par exemple. Pour moi, c'est super mauvais signe. Il faudrait que ça soit mauvais signe pour tout le monde, je pense. Si quelqu'un insiste pour te vendre quelque chose, que t'as l'impression qu'il te met le couteau sous la gorge, qu'il est désespéré, ou il vaut mieux laisser le temps. Et de se laisser le temps de réfléchir et pas céder à la panique ou voilà. Il n'y a pas des vies en jeu, ça peut attendre quelques jours, ça peut attendre de faire d'autres devis. Et ne pas choisir forcément le moins cher ou le plus économique, regarder les conditions qui sont en bas des pages ou bien poser d'autres questions. Et pour ça, je pense qu'il faut définir des objectifs sur le site, qu'est-ce qu'il doit apporter, quels sont dans les futurs mois ou années, est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça va rester comme ça, et ça permet aussi de savoir si ça vaut le coup d'investir autant d'argent ou si on peut rester sur des petits investissements. Donc comparer avec plusieurs agences freelance, c'est un peu demander plusieurs devis, et les services qu'il y a derrière, c'est possiblement vérifier le travail de ton futur collaborateur, soit contacter d'anciens clients, regarder les avis, regarder ce qu'il a fait, son portfolio ou voilà. Et tu dois surtout demander et être sûr que ton site sera livré avec un certificat de sécurité, un certificat SSL. Parce que des fois je vois où qui ont été ou des certificats qui se sont arrêtés. Enfin voilà, donc ça c'est le genre de truc, il faut absolument que ton site soit sécurisé.
demander une date de livraison ou de délai précis. Il y a des fois des devis où il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date, je comprends pas comment ils font les gens, mais enfin bref, voilà. Parce que si t'as besoin de ton site dans 1 mois ou dans 2 mois, ou il t'annonce 6 mois, il a déjà des clients ou je sais pas, ça peut rentrer en jeu dans ta prise de décision. Et pour exemple, j'ai aussi une cliente, bon, c'était juste pour des conseils, mais j'ai eu un devis de création de site sur lequel je ne me suis pas positionnée. La création était à 500 €, donc elle avait l'impression de faire une affaire, sauf que la maintenance était à 90 € par mois avec un engagement minimum de 4 ans. Donc j'ai fait le calcul, au bout de 4 ans, le site aura coûté 4200 €. Sauf que là, pareil, 90 € pour un site vitrine, une maintenance aussi chère, c'est pas forcément... Enfin, je trouve ça un peu excessif. Mais après, bon, ce n'est que mon avis. Et vu le nombre de personnes qui se disputent avec son webmaster, moi je te conseille soit de demander à te former pour être autonome sur les modifications, si tu en as envie et le temps. Sinon, chercher des engagements de 6 mois, 1 an à renouveler pour la maintenance. Comme ça, tu sais que t'as quelqu'un qui veille quand même sur le site, mais pour 90 € par mois, c'est un peu... Enfin, moi, je suis à une quarantaine d'euros par mois, par exemple, avec une modification simple. Je pense que ça suffit largement. Je veille juste à ce que ça soit à jour et qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Enfin, bref. Voilà, je sais que il faut comparer. Il faut comparer de toute façon et voir ce qui convient le mieux. En conclusion, je dirais qu'un site internet, c'est un peu comme un animal de compagnie. Un chien. C'est un investissement, il faut s'en occuper, le nourrir. Pas le promener, heureusement. Le site, tu peux le laisser chez toi. Mais en fait, si c'est pour faire un site et ne pas s'en occuper, pas mettre d'articles ou le laisser en l'état, donc je vais te faire économiser du temps, de l'argent, tu peux laisser tomber l'idée. Parce que ça servira à rien, tu seras pas visible, tu seras pas indexé, c'est pas la bonne solution. Investis dans autre chose. Je sais pas quoi, mais ça sert à rien d'avoir un site si tu fais pas vivre en gros. Si tu veux attirer des clients, convertir avec ton site, vendre directement sur ton site, c'est encore une autre histoire que je te prépare pour un prochain épisode. L'épisode 14 que je te disais avec Marie, qui est experte en SEO. En attendant, je te dis à la semaine prochaine, où on retrouvera Christine, j'en ai un petit peu parlé au début, qui s'est lancée dans le secrétariat externalisé sans diplôme de comptabilité, de secrétariat ou de bureautique. Elle ne pensait pas être autodidacte. Elle partagera son histoire, son parcours atypique et sa vision de l'entrepreneuriat. Elle est l'exemple que l'on peut trouver sa voie, peu importe le chemin. Et je suis impatiente de te faire découvrir notre discussion. C'est la fin de cet épisode. Attends un peu, je ne vais pas te raconter la même chose que d'habitude. Aujourd'hui, je veux juste t'informer que je cherche de nouveaux invités pour la diffusion à partir de septembre. Donc si tu es ou si tu as autour de toi une personne ou une ou plusieurs personnes qui a un profil autodidacte, qui s'est lancé dans une profession sans le diplôme officiel ou par des moyens non conventionnels et qui souhaite partager son expérience, parle-lui de moi. J'ai rajouté un lien Calendly sur Instagram dans ma bio grâce à Linktree, donc il peut prendre rendez-vous directement avec moi pour un premier contact. Souvent je fais un premier contact, j'établis une trame et on voit ensemble pour faire l'enregistrement ensuite. Ça me permet de mieux connaître mes invités et pouvoir rebondir plus facilement sur certaines de leurs réponses, ou les amener des fois à dire des choses qu'ils m'ont dit en privé et qui m'autorisent, ou que j'ai demandé à dire aussi en public, voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, j'espère que l'épisode du jour vous aura plu et que ça vous évitera des pièges avec vos futurs sites internet ou les sites que vous avez déjà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Autodidacte. À bientôt. Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était l'eau de l'Autodidacte. À bientôt.